se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon. Je suis en congé à la maison, donc je ne fais rien de ma vie à part lire, faire des petites sorties running, prendre un bain, boire du thé, faire des câlins à Yumi, bien évidemment. Et puis c'est tout. Et franchement, ça fait vraiment plaisir d'être relax et de ne pas faire grand chose de ces journées. On va pas se mentir, parfois ça fait vraiment du bien. Et en tout cas, je lis pas mal, je me fais pas mal de petits moments lecture. Et comme je vous l'avais annoncé dans mon précédent vlog, d'ailleurs, avant de vous parler de ma lecture, si vous n'avez pas encore vu mon précédent vlog, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Vous le trouverez comme d'habitude dans le petit i qui est juste ici. Voilà, cliquez, n'hésitez pas à aller le voir. En plus, il est bien long, donc si vous avez, je sais pas, un petit moment nettoyage, repassage, ou tout simplement si vous avez envie d'entendre ma douce et mélodieuse voix vous parler de bouquins, eh bien, n'hésitez pas. Allez voir le précédent vlog dans lequel je vous parlais justement de ma lecture en cours qui n'est autre que le deuxième tome de la saga Le Manoir de Castelcats de Alain Tépuy-Ségur, et ce deuxième tome s'appelle Les larmes de Cernunnos. Voilà, c'est une saga, en fait c'est une saga jeunesse. J'avais rencontré l'auteur lors du festival Étrange Grande en 2024, donc c'était la première fois que j'étais au festival Étrange Grande et cet auteur était invité. Je l'avais entendu parler de son roman lors de la remise des prix parce qu'il avait reçu le prix jeunesse, et il parlait qu'il continuerait à écrire des histoires sur des chats qui font de la magie. Et ces mots ont sonné comme une douce mélodie à mes oreilles. Et du coup, quand le festival a ouvert le lendemain, j'ai directement été le voir et je me suis renseignée sur sa saga, donc le Manoir de Castelcats, qui met en scène des petits chatons qui vont dans une école, dans un manoir, pour apprendre la magie. Et on va suivre en fait ces petits chatons pendant leur enseignement sur 4 trimestres. Et donc ici, dans le tome 2, nous suivons ces garnements, ces petites boules de poils, lors de leur 2e trimestre à l'école au Manoir de Castelcats. Donc le premier tome se déroulait en automne, où on suivait donc Kovan, qui est un chaton qui a la particularité d'avoir des écailles dans son pelage et qui n'a pas de griffes, et pourtant il rêve de devenir magicien, de devenir magocat, d'apprendre à faire de la magie et d'intégrer le manoir de Castelcats. La seule chose, c'est que pour faire de la magie, il faut utiliser ses griffes. Or, Kovan n'en a pas, et pourtant, il va quand même tout faire pour pouvoir intégrer ce manoir, et donc il va avoir notamment des petites griffes, voilà, des petites prothèses qui vont remplacer ses griffes, etc. Et bref, Kovan va finalement intégrer le manoir de Castelcats. Il va se faire quelques amis, 3 amis principalement. On a Lexios, Serenia et Bruin, qui sont donc 3 autres chatons qui intègrent également le manoir de Castelcats. Et puis on va découvrir avec eux ce monde magique. Le tome 1 se termine sur un petit, on va dire un petit drama, un petit truc qui se passe. Ça termine quand même sur un sacré cliffhanger, et moi ça m'avait donné qu'une seule envie, c'était de continuer sur le tome 2. Et 1 an plus tard, enfin je lis le tome 2, donc on continue de suivre nos petits chatons préférés, donc dans ce 2e trimestre. Donc cette fois-ci on est à la période de l'hiver, comme vous pouvez le voir sur la couverture, les teintes sont très froides, on voit de la neige, etc. Et donc voilà, on suit en fait, on est ici dans ce 2e tome, dans la suite directe, dans la suite du 1er tome, du manoir de Castelcats, et donc on continue l'aventure avec nos 4 félins préférés, on continue l'année scolaire, et voilà, il va leur arriver d'autres choses, bref, on continue l'histoire où elle s'était arrêtée. Alors, dans ce tome, on sent quand même que c'est un tome de transition. Je trouve que l'intrigue est un peu moins rythmée que dans le 1er tome, mais c'est pas plus mal parce qu'on va approfondir l'univers, approfondir les personnages, et certains personnages qui étaient secondaires dans le 1er tome vont être ici également plus développés. On va vraiment pousser un petit peu la psychologie de nos personnages. Alors bien évidemment, on est ici dans un roman jeunesse, donc c'est pas non plus une exploration hyper approfondie, hyper compliquée, etc. Mais je trouve que pour un roman jeunesse, on aborde quand même des thématiques assez intéressantes, notamment un peu la remise en question de soi, le doute, etc. On sent qu'on est face à des petits chatons, limite à des adolescents, et je trouve que tout ce travail psychologique est extrêmement bien fait. On approfondit tout ça, voilà, on approfondit également l'univers. Je trouve que ce tome est un petit peu plus noir que le 1er.
Dans le premier, c'était véritablement l'euphorie, voilà, la découverte magique. Ici, on sent qu'il y a des petits drames, voilà, qui sont apparus dans le premier tome et qui sont un petit peu en arrière-plan de ce second tome. Donc on sent qu'il y a un peu plus de tension, un petit peu plus de danger, un petit peu plus de noirceur. Mais il y a quand même ce côté léger qui atténue quand même ce tome qui, moi je trouve, est quand même un petit peu plus, voilà, un petit peu plus noir, profond et moins fifou poilu, tout doux comme que le premier par exemple. Mais c'est pas pour me déplaire, je trouve que c'est vraiment bien. On sent que voilà, il y a la préparation pour la suite dans ce deuxième tome. Voilà un petit peu pour mon avis. J'ai bien avancé quand même par rapport à la dernière fois que je vous avais pris. Je suis plus ou moins à la moitié. Je suis à la page 295 sur 502. Voilà, donc j'ai bien dépassé la moitié. J'avoue que j'aime bien, vraiment comme je l'ai dit, ça va un petit peu plus en profondeur, on découvre un petit peu mieux l'univers, on découvre un petit peu plus l'univers, on va un petit peu en profondeur dans certaines thématiques, les personnages sont un petit peu plus fouillés, les personnages secondaires sont un petit peu ramenés à l'avant-plan, même si on suit principalement nos 4 amis, hein. Bien sûr, ça reste les personnages principaux, mais il y a des personnages voilà, qui sont rajoutés et on sent qu'ils prennent un petit peu d'importance et certains personnages qui étaient vraiment au 2e ou voire 3e plan dans le premier tome prennent également un petit peu plus d'importance. Donc ça c'est vraiment chouette. Mais je dois quand même dire, je trouve ce tome un petit peu longuet. Je le lis avec plaisir, je trouve que la plume de Alain Tépu-Ségur, elle fait totalement le taf. Je trouve qu'elle est très fluide, elle est très agréable, elle est très jeunesse. En fait, elle est vraiment adaptée à la lecture pour des plus jeunes que moi. Il y a vraiment cette recherche de vocabulaire pour tourner tout le temps autour du monde félin que je trouve vraiment génial. Mais voilà, on sent qu'il y a de la tension, sans qu'il y ait de la noirceur qui approche, il y a pas mal d'interrogations, il y a pas mal de développement psychologique, mais mine de rien, je sais pas, je trouve que c'est un côté un petit peu longuet. À voir dans la deuxième partie, à voir quel rythme le récit va prendre, mais je trouve que là où j'en suis, le rythme stagne un petit peu. En fait, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais on n'a pas nécessairement de réponses ou d'éléments qui viendraient alourdir la tension ou en tout cas la raviver. Enfin voilà, je sais pas, je trouve qu'on stagne un petit peu dans ce milieu de tome. Donc à voir dans la deuxième partie, j'espère que le récit va reprendre un petit peu plus de peps. Là on sort du manoir pour aller dans une autre cité. Voilà, on va découvrir un autre pan de l'univers magique, donc de l'univers des chats. Voilà, j'espère que du coup en sortant du manoir on va sortir des habitudes félines, d'aller en cours, de suivre des cours, etc. D'être vraiment dans le côté estudiantin, à la recherche voilà, de comment franchir les prochaines étapes, comment réussir les examens, les épreuves, etc. J'espère que du coup on va sortir un petit peu de cette dynamique pour que voilà, le fait qu'on sorte de ce manoir, ça va insuffler un nouveau rythme à l'intrigue avec des nouvelles péripéties. Voilà, j'espère qu'il va avoir un petit peu plus de tension dans la deuxième partie parce que là, comme je l'ai dit, je trouve que le rythme s'essouffle un peu et mon intérêt baisse un tout petit peu. Alors pas grand chose, hein, vraiment, je trouve que c'est vraiment une lecture douce, hyper agréable, mais j'ai quand même un petit peu ce truc de bon, oui, c'est agréable, mais what's next? Voilà, donc voilà où j'en suis pour mon avis sur le manoir de Castle Cats. Hâte de connaître la fin de cette histoire, hâte de voir quelles sont les aventures qui attendent nos petits chatons préférés. Donc voilà pour mon avis, je vous en reparlerai plus tard dans la semaine. J'espère le terminer avant la nouvelle année, parce que nous sommes donc lundi 29 aujourd'hui, et mercredi c'est le nouvel an, c'est le 31, et j'espère du coup terminer ce livre avant le 31, parce que j'aime toujours commencer l'année avec une nouvelle lecture. Je n'aime pas voilà, continuer les lectures comme ça sur 2 années. Déjà, quand on est en semaine classique, d'ordinaire, j'aime bien terminer un livre le dimanche pour pouvoir commencer la semaine le lundi avec une nouvelle lecture sur un nouveau départ, etc. C'est quelque chose qui me plaît énormément, mais bon, c'est parfois difficile à mettre en place. Or là, quand même, la nouvelle année, si vraiment je passe le 31 décembre avec une lecture en cours, ça me chiffonnerait un petit peu. Donc voilà, j'espère terminer ce livre avant le 31, mais ça vous le découvrirez dans la suite de ce vlog. Donc stay tuned pendant quelques minutes encore.
et bah vous saurez si oui ou non j'ai terminé ce bouquin à temps pour la nouvelle année ou pas, on verra. Mais avant de passer au prochain rush, j'ai un petit book haul à vous faire. Comme je vous l'avais annoncé dans le précédent vlog, j'avais passé une petite commande sur internet pour me commander 2 romans. Ils sont arrivés aujourd'hui et donc c'est ces 2 romans que je vais vous présenter. Voilà, j'ai reçu le tome 2 et le tome 3, pardon, de la suite en fait de la saga Aloysius Pendergast de Preston and Child. Donc dans le précédent vlog et celui d'encore avant, je pense, je vous ai parlé de Relique, qui est le premier tome qui met en scène l'inspecteur Pendergast, que j'avais beaucoup aimé. Alors ça n'avait pas été un coup de cœur, j'ai quand même trouvé que ce livre avait pas mal de défauts, mais il avait également pas mal de qualités. Il avait véritablement titillé mon âme de lectrice et j'avais fortement envie de continuer la saga, notamment de me prendre le 2e tome donc qui s'intitule Le Grenier des Enfers, parce que celui-là ça va être la suite en fait de Relique, parce que Relique termine sur un... Alors c'est pas vraiment un épilogue, mais c'est le dernier chapitre. Il est incroyable, c'est un espèce de... Alors c'est pas vraiment un cliffhanger, mais c'est une petite mise en bouche pour la suite, où tu sens qu'il va y avoir un tome 2, et cette fin, elle est incroyable, elle est géniale. Je n'avais qu'une envie, c'était de me procurer le 2e tome, et donc le voici entre mes mains. Je vais vous lire quand même le résumé, parce que dans mon vlog précédent, je vous ai quand même parlé de Relique en long, large et travers. Il y a un certain mystère dans l'histoire, mais qui n'en est pas vraiment un, surtout quand on lit la 4e de couverture et les petites citations comme ça qu'on peut avoir au-dessus du livre. Donc du coup là, je pense que la 4e de couverture va évoquer un élément de Relique, mais qui n'est pas in fine un élément si spoilant que ça. Donc je voulais les résumer. Bien évidemment, si vous n'avez pas envie d'être spoilé pour une raison qui vous appartient, je vous mettrai un petit timecode juste ici, où vous pouvez donc vous allez pouvoir sauter ce petit moment de lecture de la 4e de couverture si vous n'avez pas envie d'être spoilé. Voilà, allez, maintenant, ici. Et pour ceux qui sont restés, voici donc la 4e de couverture de Le Grenier des Enfers, qui est donc le 2e tome de la saga Aloysius Pendergast. 2 cadavres déchiquetés sont repêchés dans les égouts de New York. Une série de meurtres de sans-abri plonge la ville dans une psychose collective. Les autorités s'inquiètent, suspectant un lien entre les 2 affaires. Aloysius Pendergast part en chasse dans un dédale de stations de métro désaffectées et de galeries souterraines, jusqu'au grenier des enfers qu'abrite Manhattan, là où se cache peut-être la chose meurtrière. Le monstre hybride du muséum serait-il de retour? Trop bien, franchement j'ai trop hâte de lire ce 2e tome. Vraiment, la fin de Relique était tellement incroyable, je trouve que c'était ingénieux cette fin, et du coup j'ai hâte de voir comment les 2 auteurs ont exploité cette ingéniosité, ont exploité cette fin, et quelle tournure ils vont donner à leur histoire. J'espère vraiment que ce tome va me plaire, j'espère que les défauts que j'ai trouvés au 1er tome vont rester dans le 1er tome. Voilà, j'espère que Preston and Child ont eu le temps de se faire la main, d'écrire un roman à 4 mains, et que donc du coup ici il va y avoir un petit peu plus de fluidité et surtout un petit peu moins de description et d'explications scientifiques. Je l'espère, d'autant plus qu'on va rester dans la même thématique, donc il faudrait pas non plus faire des redites dans ce 2e tome. Mais ça me donne trop envie, et Métavie qui ne va pas tarder à sortir de ma palle, parce que c'est vraiment... En tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé l'ambiance du 1er. C'est une ambiance assez particulière, entre le suspense, le roman fantastique, où on se sent un petit peu comme dans Jurassic Park ou dans Alien. On a de la pression permanente, on s'interroge, on se pose plein de questions, on ne sait pas d'où ça va venir. Et cette ambiance un petit peu angoissante, moi j'adore ressentir ça quand je lis des livres. Donc du coup, voilà, j'ai trop hâte de lire ce 2e tome. J'ai pris également en prévision le 3e tome de la saga Aloysius Pendergast, qui s'intitule La Chambre des Curiosités. Et ça, ce livre me hype de ouf également, parce que j'ai discuté suite à ma lecture donc, de Relique
J'ai discuté sur Instagram avec quelqu'un qui me suit, qui aime bien également cette saga de Preston et Child. Et cette personne m'a dit que le cabinet le cabinet des curiosités, rien à voir. La chambre des curiosités était son tome préféré de toute la saga, ou en tout cas de tous les tomes qu'elle a lus de la saga. C'était celui-là qu'elle avait le plus aimé. Elle l'avait trouvé dinguissime et franchement, cette personne me l'a super bien vendu. Et du coup, j'ai également très très hâte de lire ce livre, mais comme j'ai quand même un esprit assez psychorigide et que je suis assez tatillonne sur certains détails, je ne vais pas me lancer tout de suite dans la lecture de ce 3e tome. Moi, j'aime faire les choses dans l'ordre, donc ce sera une fois que j'aurai lu le 2e tome et que j'aurai envie de me plonger encore une fois dans la saga d'Aloysius Pendergast, je lirai celui-ci, donc c'est pas pour tout de suite, mais quand même, je l'ai acheté en prévision. Lisons maintenant ensemble la 4e de couverture, donc de La Chambre des Curiosités. Manhattan, 2002. Les ouvriers d'un chantier de démolition découvrent avec horreur des ossements humains parmi les gravats. L'enquête, menée par l'inspecteur Pendergast du FBI, l'archéologue Nora Kelly et le journaliste William Smithbach, établit qu'il s'agit des restes de 36 adolescents victimes d'un tueur en série, le docteur Enoch Leng, qui sévissait à New York à la fin du 19e siècle. Les jours suivants, plusieurs meurtres sont commis selon le mode opératoire de Leng. Serait-il toujours vivant? Ou aurait-il fait des émules? Franchement, il me hype vraiment pas mal. Et surtout, moi qui ai maintenant une expérience dans les Preston and Child, je sais quelle tournure a pris Relique. Bon, je vous l'ai un petit peu expliqué aussi dans les vlogs, donc maintenant vous aussi. Mais en tant que vraie lectrice de Preston and Child, je sais qu'ils saupoudrent de temps en temps comme ça leur récit de quelque chose d'un petit peu fantastique et de hors du réel. Et du coup, là, quand il dit « serait-il toujours vivant ou aurait-il fait des émules ?» je le sens venir qu'en fait, ce fameux docteur est toujours en vie par une raison mystique, peu importe, surnaturelle, je m'en fiche, mais que ce docteur serait, en dehors de toute réalité, encore en vie. Enfin, en dehors de toute réalité, en dehors de toute chose possible dans notre réalité, mais dans la leur, oui, en vie. Bref, vous m'aurez compris. Et du coup, ça me hype bien. En plus, tueur en série, moi j'aime bien quand les récits mettent en scène comme ça des tueurs en série. C'est un petit peu mon petit guilty pleasure, voilà. C'est un petit peu la trope qu'on peut... Enfin, c'est pas une trope, c'est juste une thématique que l'on retrouve dans les romans, que moi j'aime énormément comme ça quand on suit un tueur en série. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc écoutez, encore une fois, un livre qui me donne fortement envie. Il est beaucoup plus gros que l'autre, celui-là. Voilà. C'est vraiment un petit pavé. Il fait combien? Presque 700 pages. Ouais, presque 700 pages. 700 pages tout pile, en fait. Ouais, 700 pages tout pile, le bazar. Waouh! Ouais, gros livre, mais grosse envie de le découvrir aussi. Donc voilà, encore un livre qui rejoint ma palle. Et tout comme Le Grenier des Enfers, je pense qu'il ne va pas tarder à en sortir. Enfin bref. Je dis ça, mais vu l'état de ma palle, ouais, j'ai quand même beaucoup de bouquins en attente. Mais bon, bref, on verra, stay tuned comme j'aime à le dire. Et sinon, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui en tout cas. Je vous dis donc à plus tard. Nous sommes le vendredi 2 janvier et c'est officiel, nous sommes en 2026. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, tout ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année 2026 et bien évidemment je vous souhaite plein de belles lectures sur cette chaîne. Bien évidemment c'est le plus beau que je peux vous souhaiter en parallèle de tout le reste. J'espère que vous avez bien fêté la nouvelle année ou que vous ne l'avez pas fêté. Voilà, si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas très fête, voilà, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment. En tout cas, en cette début d'année, je suis sûre qu'il y a une question qui vous brûle les lèvres. Alors,
moi, il y a plusieurs jours qui est passé par rapport à la dernière fois que j'ai pris la caméra, mais vous, il n'y a que quelques secondes. Mais malgré ces petites secondes, je suis sûre que vous vous demandez, est-ce que j'ai terminé le second tome du manoir de Castle Cats à temps pour clôturer l'année 2025? Eh bien, je peux vous annoncer, mesdames et messieurs, que oui, j'ai terminé le manoir de Castle Cats à temps et j'ai même pu me caser 2 autres lectures avant de passer le cap de la nouvelle année et de passer en 2026. Du coup, je reviens vous voir pour vous donner mon avis final sur donc, les larmes de Cernunnos. Je n'arriverai jamais à prononcer ce mot. Pour tout vous avouer, à chaque fois qu'il était noté Cernunnos, c'est ça, hein? Oui, Cernunnos, voilà. Moi, je dis Cernunnos, un petit peu à l'espagnol, comme ça. Moi, j'ai à chaque fois lu Kerounos. Voilà. Merci la dyslexie, merci le fait de pas savoir très bien lire, hein, c'est un comble quand même pour quelqu'un qui a une chaîne littéraire. Mais pour tout vous avouer, ouais, Cernunnos, je ne l'ai jamais prononcé comme ça dans ma tête en lisant. À chaque fois, c'était même Kerumnos, pour vous dire. Bref, donc, qu'en ai-je pensé de ce 2e tome? Alors, je vous ai déjà bien parlé de mon avis dans le rush précédent et in fine, il n'a pas beaucoup changé. J'ai bien aimé le fait qu'ici, on avance un petit peu plus dans la découverte de l'univers magique donc du manoir de Castle Cats et de tout ce qui entoure ce monde de félins. C'est un petit peu plus noir que le tome précédent. J'ai bien aimé qu'on développe un petit peu plus la psychologie des personnages. J'ai bien aimé également que les personnages secondaires deviennent un petit peu plus présents dans ce tome et que de nouveaux personnages apparaissent également et on comprend qu'ils vont devenir importants pour la suite. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et ça, je suis ravie d'avoir ça dans un roman de fantasy. Vous savez, quand vous avez une saga comme ça, on va prendre exemple The Saga Harry Potter, à tout hasard, mais vous voyez un petit peu cette tendance quand on a une saga dans l'univers jeunesse, fantastique, fantasy, etc. Et surtout qu'on suit des personnages qui doivent faire quelque chose. Il y a à chaque fois un peu le syndrome de la final battle, vous voyez, de la bataille finale. Dans Harry Potter, on a par exemple dans le premier tome, il vainc Voldemort dans les sous-sols, puis on a la chambre des secrets, puis on a le prisonnier d'Azkaban, puis on a la coupe de feu où il y a de nouveau Voldemort à la fin. Vous voyez, à chaque fois à la fin de Harry Potter, comme ça, on a un espèce de combat final ou de quelque chose où les héros doivent se surpasser, etc., qui donne un petit peu tout le fil rouge à l'intrigue du tome, et puis il y a cette espèce de truc qui pète à la fin. Dans le manoir de Castle Cats, on avait eu ça. On avait eu donc toute l'année, le premier, pas semestre, le premier trimestre, oui, voilà, le premier trimestre de nos petits chatons, donc lors de la saison de l'automne, et à la fin, il y avait eu cette espèce de combat final. Alors, je vais pas entrer dans les détails pour ne pas vous spoiler si vous n'avez pas lu le tome 1 et que vous souhaiteriez le lire, mais voilà, il y a à la fin un truc qui se passe où on a nos héros qui doivent un petit peu combattre et qui doivent montrer ce qu'ils valent, et bien évidemment nos héros arrivent à passer tous les problèmes et en ressortent vainqueurs. Voilà. Et j'avais un peu peur ici, vu ce qui s'est passé dans le premier tome, vu l'élan que prend l'intrigue, vu la direction plutôt que prend l'intrigue, je m'étais dit, ça va être classique, on va arriver à la fin, il va y avoir une bataille, nos héros vont en sortir vainqueurs, il y aura peut-être une ou deux pertes un petit peu par-ci par-là, mais bon, sans doute des personnages secondaires, et puis le tome va clôturer sur ce truc qui pète, quoi. Et finalement, pas du tout. Alors oui, il y a eu un truc, mais ce n'est pas dans la tradition, j'appelle ça comme ça, mais c'est pas vraiment la tradition, on va dire plutôt dans l'habitude des romans donc de fantasy, fantastique, jeunesse, etc., d'avoir la bataille finale. Là, on ne l'a pas eu, et franchement, j'étais vachement surprise, et ça m'a bien plu, parce que du coup, pour une fois, ça change, et j'ai bien aimé la manière dont il y a quand même eu quelque chose qui nous donne un petit frisson de curiosité pour enchaîner directement avec le 3e tome, mais pas sous forme de bataille finale avec nos héros. Ça a été fait autrement. Je trouve que ça a été intelligemment inséré dans l'intrigue et intelligemment fait pour quand même qu'on sache
en détail ce qui s'est passé sans assister avec nos héros principaux, quoi. Et ça, j'ai vraiment bien aimé parce que ça change et ça fait du bien. Un petit souffle de changement comme ça, franchement, moi, j'adore qu'on brise les codes, j'adore qu'on se détache de la tradition, de ce qui est fait dans d'autres bouquins, voilà. Et là, je trouve que pour le coup, Alain Tépuy-Ségur a véritablement, comment on dit ça, tiré sa carte du jeu. Voilà, c'est véritablement démarqué des autres univers de saga, fantasy, fantastique, jeunesse, etc. Ça, j'ai beaucoup aimé. Si j'ai quand même je vais pas dire un truc négatif à dire, mais une petite critique à faire à ce tome, c'est qu'on sent qu'on est dans un tome 2, donc la saga Le Manoir de Castelcats va être réalisée en 4 tomes, donc le tome de l'automne, l'hiver, le printemps et puis l'été. Là, on est dans le tome 2, donc dédié à l'hiver, hein, comme je vous en ai déjà parlé dans le rush précédent ou le vlog précédent, je ne sais plus, mais bon, bref, on suit à chaque fois un trimestre, et bon, bah, par trimestre, il y a une saison, voilà. Donc on sent en fait que l'intrigue n'est pas terminée et qu'on est dans un tome du milieu. Il y a un développement de l'univers, il y a une avancée, mais ça reste quand même assez linéaire. Et moi j'ai trouvé également qu'il y avait certaines situations qui étaient un poil répétitives. J'avoue que je pense que la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais plus ou moins à la moitié du livre. J'avoue qu'il y a eu un petit regain d'intérêt dans la seconde moitié, mais pas fifou non plus. J'ai trouvé que c'était un peu lent et un poil répétitif pour moi. J'avoue qu'en avançant dans la deuxième moitié, j'avais hâte de terminer ce bouquin. Je l'ai terminé le 31 au matin, je pense que c'était 11h, quelque chose comme ça, juste avant d'aller courir, que j'ai terminé ce livre-là. Et franchement, j'étais ravie d'être arrivée à la fin. C'était bien, c'était intéressant, j'adore la plume de l'auteur, elle est vraiment très créative, surtout elle tourne voilà, autour de cet univers félin, je trouve qu'il a énormément d'imagination dans le vocabulaire utilisé, etc. Enfin, et son univers est hyper intéressant, mais vraiment, à la longue, j'étais là, bon, allez, oui, ok, il doute. Oui, ok, il a peur. Oui, ok, elle est énervée contre son frère. Oui, ok, elle fait des cauchemars et il se passe des trucs. Mais bordel, d'accord, j'ai assimilé le bazar, maintenant, allez, passe la seconde pépère et donne un petit peu un coup de fouet à ton intrigue. Malheureusement, ce coup de fouet n'est pas vraiment arrivé. Il est un tout petit peu arrivé, mais il a été gentillé, hein, ce petit coup de fouet. Ça n'a pas redonné non plus un gros peps, un gros élan à l'intrigue. Juste, mon intérêt s'est un tout petit peu plus élevé vers la fin de l'histoire. Et j'ai envie, bien évidemment, de continuer. Enfin, dès que j'ai eu terminé, j'étais super contente parce que j'étais ah, enfin, j'ai terminé. Il y avait quand même, dans mon petit esprit, j'avais quand même envie de dire ah, pourquoi est-ce que je n'ai pas non plus... Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore le tome 3 ? Voilà, parce que j'avais véritablement envie de continuer cette histoire, de savoir qu'est-ce qui allait se passer dans ce tome 3, voir les conséquences de tout ce qui se passe dans le tome 2, quelles conséquences ça va avoir sur l'univers, sur nos chats préférés, et voilà. Donc, un avis un petit peu, quand même, positif. Franchement, il est positif, juste qu'on sent que c'est un tome 2. Et une chose est sûre, c'est que je continuerai la saga Le Manoir de Castelcats parce que voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, il y a des petits chats à l'intérieur et vous connaissez mon amour pour nos petits félins domestiques à 4 pattes, tout poilus ou pas, parce que moi personnellement, j'adore les sphinx et mon rêve, ce serait d'en avoir un. Donc qu'il ait des poils ou pas, j'adore les chats. Voilà, c'était le mot final donc sur mon avis. Donc sur le deuxième tome, Les larmes de Cernunnos du Manoir de Castelcats de Alain Tépuy-Ségur. Du coup, une fois que j'ai eu terminé mon roman, j'avais pas nécessairement envie de me plonger tout de suite dans un roman et donc je me suis dit bon voilà, comme on est le 31, avec mon mari on avait une soirée de prévue, voilà le 31, donc il fallait que je me fasse toute belle, que j'aille courir, que je prenne ma douche, etc. Et donc du coup je me suis dit je vais sortir des petites BD de ma palle parce que c'est la lecture rapide et facile à faire. Et je vous en avais parlé il me semble dans le précédent vlog. Oui c'est ça, c'est la semaine dernière, donc je vous en ai parlé dans le précédent vlog. Mon beau-père m'a offert 2 BD cette année à Noël, donc Course contre la montre à Monte-Carlo et Où est cachée la Palme d'Or, tous les deux écrits par Nat Bissey, oui c'est ça, par Nat Bissey. Et ces BD ont la particularité en fait d'être recto verso, donc voilà, donc il y a en anglais d'un côté
et en français de l'autre. Et donc, bah, elles sont pas longues. Je pense qu'elles font 23 pages, quelque chose comme ça, à tout casser. Ouais, voilà, 23 pages pour le truc à Monte Carlo. Et pour la Palme d'Or, je pense que ça doit être aussi pareil, 22, quelque chose comme ça. Voilà, 22 pages, exactement. Donc, autant vous dire qu'en 10 minutes, eh ben, je les avais lus. Bon, mon avis à leur sujet. Alors, déjà, il faut savoir le contexte de parution de ces BD parce que j'étais vraiment... Je pensais que c'était une blague de mon beau-père, ces BD. Je pensais que c'était lui qui les avait écrites et que il m'a fait croire qu'il les avait commandées à l'autrice, etc. Parce qu'à l'intérieur, l'histoire est un peu naze. L'histoire est un peu naze et il y a de l'humour. Mais de l'humour, vous voyez les daddy's jokes? Ben c'est ça. Et mon beau-père fait beaucoup de blagues nulles. Vraiment beaucoup. Et là-dedans, il y avait des blagues très très nulles. Vous voyez par exemple ici, ça se passe à Cannes. Et donc Andrew Morrow, voilà, qui est le détective principal, il est donc à Cannes. On le lance sur une affaire pour... voilà. Et il dit « Yes, I can do it ». Vous voyez un petit peu du coup l'humour qu'il y a dans cette BD. Et j'arrivais pas à m'enlever de la tête que c'était un canular ces deux BD. Et donc je me suis renseignée sur Nat Bissey, sur Andrew Morrow, pardon, mais il n'y a même pas de S, pour savoir ben, qu'en était-il, est-ce que c'est une joke ou pas. Et finalement, il s'avère que non, Nat Bissey est une réelle autrice qui a vraiment donné vie à Andrew Morrow, donc qui est ce détective. Et en fait, comment dire, cette BD est née d'un il y a eu un concours de nouvelles, alors je ne sais plus pour quel festival de Cannes, je vous mettrai l'information juste ici, mais en gros, il y a eu un concours de nouvelles et Nat Bissey a gagné le concours de nouvelles avec son histoire et elle a décidé du coup de mettre son histoire en BD. Les différentes directives pour écrire la nouvelle, c'était qu'il fallait faire découvrir Cannes, donc faire voyager la personne, le personnage principal de notre nouvelle, dans différents lieux de la ville pour faire découvrir un petit peu la ville voilà, aux gens et voilà, et donc c'était un petit peu une des contraintes du concours de nouvelles et bah effectivement c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les deux tomes. C'est vrai que c'est un petit aperçu touristique de tous les points comment dire, les points incontournables des deux différentes villes. Donc dans celle-ci, donc où est cachée la Palme d'Or, on est à Cannes et dans celle-ci donc on est à Monte Carlo, donc à Monaco quoi. Voilà, alors, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, voilà, j'ai pas... ouais, j'ai pas trouvé ça oufissime. En fait, les deux romans, comme je vous l'ai dit, 22-23 pages, enfin les deux BD, pardon, ne peuvent pas forcément... Donc on est à chaque fois sur une enquête... Dans Où est cachée la Palme d'Or, il y a quelqu'un qui a volé la Palme d'Or et donc Andrew Morrow est lancé à sa poursuite pour essayer de la retrouver juste avant que le festival de Cannes n'ouvre pour éviter bah, du coup la honte qui va se mettre sur le festival de Cannes qui s'est fait voler une Palme d'Or. Et dans Course contre la montre à Monte Carlo, on a en fait un des coureurs automobiles qui reçoit une lettre de menace. Comme quoi il doit absolument arrêter de rouler voilà, en Formule 1, enfin bref, en course à Monte Carlo. Et donc du coup Andrew Morrow est lancé sur la piste de la lettre de menace et essaye de découvrir pourquoi est-ce qu'on menace le coureur automobile. Voilà. Et donc, bah, bien évidemment, dans les deux intrigues, il va passer à travers les différents points d'intérêt des différentes villes, va récolter des indices et va trouver à chaque fois le fin mot de l'histoire, le coupable du vol de la Palme d'Or et le responsable de la lettre de menace dans celui-ci. Bon, en 23 pages... Tu peux pas faire une BD très complexe, tu peux pas faire une intrigue très complexe, donc c'est facile, c'est pas une grande enquête criminelle, hein, quoi. Franchement, il y a vachement des raccourcis, il y a même parfois des trucs, je ne comprends pas en quoi ça constitue un indice. Par exemple, dans la lettre de menace, Andrew Morrow se dit « Tiens,
Je vais demander à un de mes amis qu'il regarde la lettre de menace. Donc il va voir son ami, il lui tend la lettre de menace et son ami lui fait ça a été écrit avec un bic Montblanc, j'en mettrai ma main à couper. Donc du coup Andrew Morrow il se dit ah bah tiens, bah, je vais aller chez Montblanc. Et donc du coup il va chez Montblanc, il dit bonjour madame la vendeuse chez Montblanc, est-ce que vous pouvez reconnaître cette écriture? Et là il y a la vendeuse qui dit ah ben non monsieur, je ne suis pas graphologue, en revanche je peux vous dire que ça vient de ce bic là qui est notre best-seller. Et le gars il est là ah ok merci, une lettre écrite avec le je ne sais plus quel nom de bic célèbre chez Montblanc, je vais aller voir à l'hôtel de luxe de la ville et trouver notre coupable. Donc franchement c'est un petit peu caricatural, voilà, pareil ici pour dans la Palme d'Or, la manière dont ils connectent les indices et puis après dans les deux cas, hein, le mobile, ou en tout cas les motivations du coupable, ouais, c'est gros, c'est lourd, c'est un peu tiré par les cheveux, franchement, je me suis vraiment demandé si c'était pas une blague en fait, ces BD tellement c'est nul quoi. Je suis vraiment désolée, c'est pas sympa de ma part, mais je vois pas comment parler de ces BD autrement. Après, ça a eu le mérite de bien me faire rigoler. Franchement, je vous l'ai dit, en 10 minutes, je les avais lus, j'ai bien rigolé, ça m'a fait rire. J'arrêtais pas d'envoyer des photos des cases sur le groupe avec mon mari et mes beaux-parents, parce que vraiment, ça me faisait rire et ça me faisait tellement penser à mon beau-père, quoi. Et donc, du coup, bah, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a un humour, daddy's joke, voilà, un petit peu, voilà, bah franchement, ouais, offrez-lui ces BD, enfin, l'humour est tellement naze que ça peut plaire à certains, et moi, franchement, sans déconner, ça m'a fait rire, il y a certaines blagues qui m'ont fait rire, comme par exemple, bah, je vous disais, Andrew Morrow va tendre la lettre de menace à un de ses amis, et quand il lui dit, alors, qu'est-ce que tu vois? Son ami lui répond, une feuille à 4. C'est nul comme humour. Ça a eu le mérite de me faire rire parce que c'est vrai que mon humour n'est pas non plus... voilà, il est au ras des pâquerettes également. Hein, je ne suis pas l'humoriste la plus subtile, la plus drôle, etc. Il m'arrive de temps en temps, mais bon, on va pas se mentir, parfois un humour un petit peu cacaproute, ça me fait bien rigoler aussi. Et l'humour un petit peu nul des daddy's jokes, oui, ça me fait parfois rire. Donc là, j'avoue, j'ai bien rigolé. Mais après, si je dois être totalement objective, voilà, ça a été lu. Je les oublierai pas parce que... voilà, non, parce que c'était pas terrible, mais ouais, voilà. Ça a été vite lu, ça a eu le mérite de me faire rire, mais c'est pas de la grande littérature, c'est pas exceptionnel. Et alors, je vous en parlais justement dans mon précédent vlog, je suis sûre à 100% que toutes les cases ont été éditées par une intelligence artificielle. Et ça, je trouve ça dommage. Vraiment, dans le monde de la BD... alors, je comprends cette dame, si elle a voulu travailler toute seule pour auto-éditer sa BD, etc. Elle n'a pas de talent de dessin, peut-être, parce que sinon, je suppose qu'elle aurait dessiné elle-même. Donc, elle n'a pas de talent de dessin, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a utilisé une IA pour faire ses cases. Mais honnêtement, moi, c'est vraiment le genre de choses qui me dérange dans le monde de l'édition. Là, c'est auto-édité, donc je me dis, à la rigueur, je pardonne à cette dame. Mais il n'en reste pas moins que... j'ai du mal avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et là, clairement, ouais, l'intelligence artificielle est partout, sur toutes les cases, même dans celui-là. Je suis très déçue parce qu'on dirait vraiment un dessin, mais quand on voit les proportions des différents corps et parfois comment... voilà, non, c'est sûr que c'est fait par IA, c'est trop lisse, c'est trop plat, c'est trop bizarre, non, je suis sûre et certaine, et ça, je trouve ça dommage, et voilà, bon, ça ajoute un petit côté burlesque à la BD, mais moi, je suis pas très fan de l'utilisation de l'IA, et surtout dans le domaine de la littérature, de la BD et du monde de l'édition, quoi. Voilà, donc j'ai terminé l'année 2025 sur ces deux BD. Elle s'est clôturée en bonne humeur quand même, parce que comme je vous l'ai dit, voilà, les enquêtes sont pas terribles, c'est pas oufissime, mais ça a eu le mérite de me divertir, ça aura eu le mérite de me faire un petit peu rire, donc voilà. J'ai quand même terminé l'année sur une bonne note, en pensant donc à mon beau-père qui finalement ne m'a pas trollé. Ce n'est pas lui qui a écrit ces BD, mais honnêtement, ça aurait pu. Juste avant de partir à notre soirée du 31, j'avais quand même envie de commencer rapidement
ma prochaine lecture. J'avais pas envie de m'y lancer, voilà, à corps perdu, mais je me suis dit, bon, on va lire le petit prologue quand même, parce qu'en fait, je vous l'ai dit dans le précédent rush, j'aime bien terminer l'année sur une lecture et commencer l'année sur une nouvelle lecture, mais là, le livre que j'ai décidé de sortir de ma palle me tentait, je l'avais laissé comme ça presque toute l'après-midi sur ma petite table à côté du fauteuil, et elle me faisait de l'œil, et donc je me suis dit, bon, Noémie, lis au moins le prologue, ainsi, bon, tu auras commencé un livre en 2025 que tu continueras en 2026, mais honnêtement, c'est que le prologue, franchement, ça va, ça passe. Et donc, c'est ma lecture en cours, hein, toujours pour l'instant. J'ai décidé de sortir le Donato Carisi, l'éducation des papillons. Donc, j'ai lu le prologue qui fait, 2 pages, quelque chose comme ça. Ouais, 3 pages. J'ai lu le prologue le 31 et je continue du coup depuis le 1er janvier ce livre-ci. J'en suis à la page... Alors, je vais commencer une nouvelle partie du livre. Je suis à la page... Donc, j'ai lu jusqu'à la page 262. Je suis presque à la moitié du livre. Il fait combien de pages, tiens, en essayant de ne pas me spoiler... Il a 531 pages. Et donc j'ai dit que j'étais quoi? Oui, non, je suis pas encore à la moitié, mais bon, j'y arrive tout doucement. Pour le résumé de cette histoire, on suit Serena, qui est une working girl, qui est vraiment une bosseuse, qui n'a aucun scrupule, enfin voilà, qui est douée pour ce qu'elle fait et elle ne vit que pour son travail. La seule chose, c'est qu'un jour, elle découvre qu'elle est enceinte et elle découvre qu'elle est enceinte au moment où l'avortement n'est plus possible en Italie et donc elle est contrainte de mener cette grossesse à terme. Elle ne veut pas d'enfant dans sa vie, ça ne l'intéresse pas, elle voit ça plus comme une contrainte que comme quelque chose qui va lui apporter quelque chose parce que elle n'a pas de compagnon dans la vie. En fait, sa grossesse fait suite à des nuits de folie qu'elle a passées avec plusieurs hommes à Bali. D'ailleurs, elle ne sait pas lequel de ces hommes est le père potentiel de son enfant. Donc voilà, elle, ça l'intéresse pas du tout et elle décide elle est bien obligée de mener sa grossesse à terme et elle décide le jour de l'accouchement d'abandonner son enfant et de le mettre à l'adoption. La seule chose, c'est qu'au moment où elle va accoucher, elle fait un malaise, elle tombe dans le coma et donc du coup on l'opère par césarienne à l'hôpital et on lui laisse le bébé pendant tout le temps de son coma. Quand elle se réveille quelques jours plus tard, on lui file sa fille dans les mains et finalement, elle ne va pas la mettre à l'adoption et elle va s'occuper de sa fille. Alors, elle s'occupe de sa fille du mieux qu'elle peut. Serena, c'est pas quelqu'un qui a des émotions très maternelles. Elle ne montre pas ses émotions, elle fait pas des câlins à sa fille, mais c'est quelqu'un qui va faire en sorte qu'elle ait tout ce dont elle ait besoin. Donc, elle va lui donner des cours de natation, de poney, enfin bref, elle va vraiment subvenir à tous les besoins de sa fille. Et c'est un petit peu un contrat qui est réalisé, un contrat tacite qui est réalisé entre elles. Elle fait tout pour sa fille, mais sa fille n'a pas besoin de lui demander de l'attention, des émotions et des trucs un petit peu plus émotifs, émotionnels, etc. Un jour, quand Aurora a 6 ans, quelque chose comme ça, Serena envoie, oui parce que la fille s'appelle Aurora, voilà, pour être précise. Serena envoie donc Aurora en classe de ski en Suisse pour les vacances, je pense que ça doit être les vacances d'hiver ou en tout cas enfin oui tu me diras, le ski ça va pas être les vacances d'été, Noémie, obviously, mais j'ai pas très bien compris si c'était pendant les vacances d'hiver, donc comme des vacances ici quoi, donc celles de Noël et Nouvel An, ou si c'était l'équivalent de nos vacances de carnaval par exemple, donc en février plutôt, bref. Je ne sais pas, mais le fait est qu'on s'en fiche. Elle est envoyée en classe de ski. Et le dernier jour, malheureusement, le chalet dans lequel la fille de Serena est hébergée brûle. Tous les enfants sortent, tous les enfants sont présents, sauf Aurora. Et donc, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'elle est décédée dans l'incendie? Mais en tout cas, voilà, on ne sait pas. Elle a disparu. Serena, elle, au début... Elle va faire tout de suite le deuil, donc elle va aller voir ce qui se passe ensuite, en Suisse, parce qu'elle a eu une intuition profonde que quelque chose n'allait pas avec sa fille. Elle remarque que sa fille n'est potentiellement plus en vie. Alors on ne peut pas dire qu'elle est décédée parce qu'on n'a retrouvé aucune trace d'ADN et aucun corps dans le chalet. Mais bon, comme il a été réduit en cendres par un incendie, on se doute que la gamine, elle est décédée, son corps a été réduit en poussière.
Et donc Serena, pardon, la maman, décide de faire le deuil, donc elle enlève toutes les affaires de sa fille de son appartement, elle jette véritablement tout, elle donne le chat de sa fille à des personnes pour adoption, bref. Et on va suivre, donc 1 an plus tard, 1 an après la disparition d'Aurora, Serena, finalement, n'a pas si bien vécu le décès de sa fille que ça. On apprend elle a pris du poids, elle était très inflexible sur tout ce qui était alimentation, sport, etc. C'était une nana qui s'habillait super bien, qui était hyper sportive, hyper tonique, etc. Qui abusait des bonnes choses, mais quand même pas trop non plus. Et là, on retrouve une Serena qui a pris du poids, qui se néglige totalement, qui néglige totalement son travail et qui est également très dépendante de l'alcool et de médicaments. Et c'est dans ce contexte que quelqu'un va lui envoyer une vidéo où on voit la fenêtre de la chambre de sa fille ouverte la nuit de l'incendie. Et de là, Serena en déduit que sa fille, en fait, elle n'a pas pu mourir du coup dans l'incendie. Elle est persuadée qu'Aurora est quelque part et donc elle va se lancer à corps perdu dans la recherche de sa fille. Elle va retourner en Suisse et elle va remuer ciel et terre, pour retrouver sa fille. Voilà un petit peu le contexte de départ. On est dans un thriller psychologique un petit peu classique, je trouve, où on a une disparition d'enfant, où on va avoir le personnage principal qui est du coup pas fiable, vu que là, Serena, elle est complètement shootée aux médicaments, à l'alcool, elle en prend régulièrement, plusieurs fois par jour, etc. Donc on peut se dire que tout se passe dans sa tête. Et donc on est vraiment dans ce genre de thriller où en fait on ne sait pas si on doit se fier ou pas au personnage principal, surtout la personne qu'on suit, parce qu'on suit principalement, enfin on suit même pas principalement, on est avec Serena tout le temps, on suit ses pensées, etc. L'intrigue n'est pas écrite en jeu, mais elle est... on est quand même à 100% avec elle, quoi. Donc voilà. Là où j'en suis à un élément, un moment clé de l'histoire. Je vois un petit peu le truc venir. J'ai une petite théorie sur ce qui se passe dans ce roman. Je ne sais pas si cette théorie est vraie ou pas, mais en tout cas, voilà, je sens un truc venir. D'autant plus que là où j'en suis, je vous l'ai dit, je suis presque à la moitié, mais donc il y a encore tout ça qui suit, et donc je me dis qu'il va y en avoir sans doute des rebondissements dans cette histoire. À voir si ce que je pense est vrai. Du coup, comment ça s'intégrerait avec la suite qui est juste ici, quel est le fin mot de cette histoire, enfin voilà, je suis véritablement curieuse. J'ai retrouvé la plume que j'aime tant de Donato Carisi, je trouve qu'elle fait totalement le taf, c'est un auteur qui écrit extrêmement bien, c'est un auteur aussi qui sait gérer tout ce qui est tension, suspense et les cliffhangers à la fin des chapitres. Dès qu'on commence un Donato Carisi, c'est très compliqué de le poser sur la table et de faire autre chose. On n'a qu'une envie, c'est de le dévorer d'une traite. Voilà, donc je suis véritablement contente de retourner dans ce livre. Pour l'instant, enfin de retourner, oui, à chaque fois que je retourne dans ce livre, je suis véritablement contente. Pour l'instant, j'avoue, à voir ce qui va se passer là, dans la deuxième partie, enfin dans la deuxième moitié du bouquin. Mais je trouve quand même que l'intrigue est un petit peu tirée en longueur. Je me dis, bon, ok, ça fait du suspense, de la tension, etc. Mais il y a eu quand même pas mal de chapitres où je me suis dit, bon, oui, certes, c'est intéressant, mais nous, on veut du concret, on veut du sang, on veut des meurtres, on veut quelque chose avec de la tension et pas s'attarder sur la vie des personnages. Donc, mon petit Donato, allez, reprends un petit peu ton mindset du chuchoteur et fais-nous frissonner, s'il te plaît. Parce que dans la première partie, alors oui, il y a quelques éléments de tension, un petit peu où tu dis qu'est-ce qui va se passer, mais c'est pas non plus hyper haletant, quoi. C'est un petit peu long, c'est un petit peu tiré en longueur. Là, on arrive enfin à un moment significatif, mais pour arriver jusqu'à là, c'était quand même un petit peu je veux pas dire la croix et la bannière parce que c'est pas vrai, comme je l'ai dit, c'est hyper agréable à lire, mais voilà, faut quand même se farcir les 260 et des premières pages. Donc là, j'ai hâte que le rythme s'accélère, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous réserver dans la deuxième partie, parce que pour l'instant, je suis un petit peu, voilà, j'ai hâte que le vif du sujet arrive, j'ai hâte de frissonner un petit peu plus, j'ai vraiment hâte de retrouver le Donato Carisi du chuchoteur ou du tribunal des âmes. Je pense que, honnêtement, qu'on ne sera pas sur un coup de cœur, on ne sera pas dans celui-là
dans une intrigue aussi bien que le chuchoteur ou le tribunal des âmes, parce que sinon ça aurait déjà été le cas dans la première partie. Mais peut-être que la deuxième partie va être beaucoup mieux, ou en tout cas beaucoup plus haletante, beaucoup plus prenante, où il y a beaucoup plus de tension. Hâte de voir, hâte de le continuer, vraiment, je prends du plaisir. Voilà, ça n'a pas l'air pour l'instant d'être son meilleur bouquin, c'est clair et net, ça n'a pas l'air non plus d'être le plus nul, hein, pour l'instant clairement, mais une chose est sûre, c'est que je prends beaucoup de plaisir à le lire, et donc j'ai hâte de retourner dedans, de le dévorer, de m'y plonger, et de savoir du coup qu'est-ce qui est arrivé à Aurora. Est-elle en vie? N'est-elle pas en vie? Est-ce que Serena débloque totalement? Est-ce qu'elle est un personnage fiable ou pas? Voilà, j'ai hâte de savoir. Et donc du coup, vous savez quoi? Moi je vais vous laisser pour aller lire. Et ainsi, je pourrai vous en reparler dans un prochain rush. Voilà, écoutez, je vous dis à plus tard. Nous sommes le lundi 5 janvier et je viens clôturer cette semaine de vlog. Alors j'ai repris le travail aujourd'hui, donc je suis un petit peu fatiguée et en plus je suis enrhumée. Voilà, je suis malade depuis aujourd'hui, j'ai repris le travail d'aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais bon, peut-être que après 3 semaines de congé, je suis peut-être devenue allergique au travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, la reprise aujourd'hui, c'était un petit peu complicado. Après 3 semaines de congé, franchement, reprendre le chemin du travail dans le froid, il neige en plus au Luxembourg, donc dans la neige, dans le froid, se lever le matin à 6 heures, ça a piqué le réveil, je ne vous dis pas. Et donc du coup, sortir de chez soi quand il fait encore noir dehors, c'était un petit peu compliqué, mais heureusement pour me remonter le moral avec mon mari, nous sommes allés manger des frites dans notre friterie préférée en Belgique, donc j'ai la didine toute pleine et ça m'a un petit peu remonté le moral, donc je suis d'attaque pour clôturer cette semaine de vlog avec vous. Alors la dernière fois que je vous avais pris, j'étais en pleine lecture de l'éducation des papillons de Donato Carisi et j'ai terminé ce livre samedi, ou plutôt dimanche matin très tôt, parce que j'ai veillé jusqu'à 1h30 pour terminer ce livre, parce que je n'arrivais plus à décrocher. Vraiment, la fin était hyper addictive. Ça faisait longtemps que je n'avais plus veillé comme ça pour terminer un bouquin. Je pense que la dernière fois, c'était en 2023, aussi pendant les vacances de Noël, avec Le Veilleur du Lac de Nicolas Leclerc, qui est un livre que j'avais adoré. Je vous en ai pas parlé sur cette chaîne parce que je l'ai lu avant d'avoir ma chaîne YouTube, mais franchement c'était un livre qui était trop bien. Est-ce que j'arriverai à le rattraper? Attendez, je vous le montre. Voilà, c'est ce livre-ci, Le Veilleur du Lac de Nicolas Leclerc. Il m'avait aussi tenu éveillée jusqu'à très tard dans la nuit ou très tôt le matin, si on considère le lendemain quoi. Je vous en parlerai peut-être une fois dans un de... J'aimerais bien reprendre le format avant YouTube, 5 livres que... Et du coup, ça me permettra de vous parler de ce bouquin-là parce qu'il était quand même vraiment, mais vraiment pas mal. Bref, du coup... Hop, je le range, voilà. Du coup, voilà, j'ai veillé jusqu'à très tard dans la nuit de samedi à dimanche pour terminer ce roman. Alors, in fine, bon, c'est pas le meilleur roman de Donato Carisi, c'est clair et net, mais également, ce n'est pas le plus pire. Voilà, ce n'est pas le pire, mais ce n'est pas le meilleur. J'ai trouvé ce livre quand même relativement long. Je trouvais que l'intrigue à un moment piétinait un petit peu et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des chapitres juste pour dire d'arriver à 500 pages, d'arriver à un gros bouquin. Mais il y a vraiment des passages que j'ai un petit peu trouvé inutiles, un petit peu trop tirés en longueur. Et franchement, à la fin, j'en avais un petit peu marre. J'avais envie d'arriver au dénouement et j'avais envie que l'intrigue s'accélère un petit peu. Après, cela dit, le dénouement, je l'ai trouvé quand même relativement prévisible. Je pense qu'à, je sais plus, mais assez tôt dans l'intrigue, j'avais déjà une idée de vers quoi on allait aller. Et effectivement, on a été vers ce dénouement-là. Donc du coup, il n'y avait pas du tout de surprise. Et aussi, je suis un petit peu restée sur ma faim. Parce que,
voilà, il y a le dénouement qui arrive, on comprend un peu les tenants et aboutissants de toute l'histoire, mais en fait, je n'ai pas trouvé vraiment cette fin à 100% crédible parce que je trouve qu'elle manque d'explication. En fait, quand on arrive dans l'explication finale, tout est déroulé en 2 pages, pas plus. Ça, je trouve ça toujours hyper frustrant et ça m'agace quand les auteurs nous tiennent pendant 500 pages en haleine et puis après, ils plient le tout en même pas 20 pages et surtout l'explication finale en 2 pages. Ça a le don de m'énerver. Et là, pour le coup, Donato, il m'a mis un petit peu colère, hein. Franchement, la nuit de samedi à dimanche, ouh là 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 là, j'étais pas contente sur Donato, parce que vraiment, ouais, l'explication, en fait, elle tient en 2 pages, et je trouve que ce n'est pas suffisant pour rendre crédible tout le dénouement, en fait. Il y a vraiment un sentiment de trop peu, et c'est frustrant, sachant que j'ai trouvé le livre long, et d'arriver à la fin, et de rester sur ma fin. Voilà, je suis un petit peu frustrée. J'aurais bien aimé que l'intrigue soit un peu moins longue et que la fin du coup soit un petit peu plus étoffée. Après, je dois quand même bien avouer, comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui m'a quand même tenu en haleine. Je l'ai quand même lu assez vite. Donato Carisi a une plume incroyable, extrêmement fluide, extrêmement agréable. Il sait manier une intrigue, il sait nous tenir en haleine, il sait comment nous donner envie de continuer le plus rapidement possible ses romans. Donc on ne peut pas nier qu'il y a quand même un travail sur la narration qui est dingue. Ça fait le taf, c'est bien écrit, etc. Mais quand même, il y a dans le fond, en fait, voilà, quelque chose qui ne m'a pas plu. Donc, c'est un livre qui ne restera pas dans ma mémoire, je crois. Alors oui, je retiendrai toujours qu'il s'agit d'un livre sur une disparition d'un enfant, mais je pense que l'intrigue sera vite oubliée d'ici 1 an, voire 2. Je me souviendrai plus du tout de quoi il parle. Après, il y a quand même des choses que j'ai trouvées intéressantes dans ce livre, notamment donc toute la question autour de la maternité et de la question du deuil. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a Serena qui a perdu sa fille unique, qu'elle a élevée toute seule, Aurora, et tout ce travail psychologique autour de la maternité et du deuil, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'était assez bien fouillé, assez bien documenté. Moi j'avoue, la maternité ça me dépasse, mais alors plus. Et le fait d'avoir un livre comme ça sur cette thématique, j'ai trouvé ça assez intéressant. Maintenant je m'interroge quant à la crédibilité un petit peu de ce qui a été écrit, mais bon, je ne suis pas mère, donc je ne peux pas savoir. Mais j'ai trouvé vraiment la construction psychologique du personnage de Serena hyper intéressante, et toutes du coup les thématiques qui entourent donc la maternité et le deuil, j'ai trouvé également intéressantes. Ce que j'ai trouvé également intéressant, c'est dans le final, il y a une thématique qui est soulevée. Alors malheureusement, elle n'est pas assez développée à mon goût, et ça je trouve ça dommage, parce que s'il avait été plus en détail dans la thématique du dénouement, je pense clairement que j'aurais peut-être donné une note un petit peu plus élevée à ce roman-ci. Je pense que je lui ai donné la note de 14 ou 15 sur Livre Addict, je sais plus exactement. C'est pas une mauvaise note, mais c'est pas non plus comme Le Chuchoteur où j'ai mis 19 quoi par exemple. Mais voilà, il évoque quelque chose dans le dénouement que j'ai trouvé hyper intéressant. Il l'évoque, il l'effleure. C'est vraiment dommage que cette thématique n'ait pas été plus développée, parce que j'ai vraiment trouvé que là, il touchait un sujet très complexe, très ambivalent. Je pense qu'à ce sujet-là, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, pour ne pas frustrer les personnes qui voudraient en savoir plus, je vais faire un mini spoil par rapport à cette thématique pour vous expliquer un petit peu plus en détail. Je vous mettrai du coup un timecode juste ici. Allez à ce timecode si vous n'avez pas envie d'être spoilé. Donc, je vous laisse quelques secondes. C'est bon? Allez, nous sommes entre personnes qui souhaitent ou qui ont déjà lu le livre, ou voilà, les personnes pour qui ça ne dérange pas d'avoir du spoil. En fait, la petite Aurora, on va apprendre qu'elle a été enlevée, mais qu'elle n'est pas décédée. Et en fait, la personne qui l'a enlevée, c'est une dame qui a perdu sa fille. Et en fait, comme Aurora ressemblait énormément à sa fille, elle a décidé de l'enlever et de remplacer en fait sa fille qui s'appelait Léa par Aurora. Et donc du coup elle a un peu matrixé l'esprit d'Aurora pour qu'elle devienne Léa, donc pour qu'elle devienne sa fille, etc. Donc par exemple Aurora avait les cheveux bouclés, elle a fait en sorte qu'elle ait à chaque fois les cheveux lisses parce que Léa avait les cheveux lisses. Et elle a vraiment ensuite vécu sa vie pendant, je pense 7 ans, oui c'est ça, pendant plus ou moins 7 ans, comme si en fait Aurora était Léa.
Et Aurora est vraiment devenue Léa. Et donc, dans le final, donc le dénouement, quand on apprend qui est cette personne qui a enlevé Aurora, pourquoi est-ce qu'elle l'a fait, etc. Donc, elle explique que c'était pour remplacer sa fille, etc. Il y a la question de « et après ?» Donc, du coup, comme Serena, Aurora, c'est sa fille. En toute logique, on dirait « bah oui, elle la récupère. Aurora va aller vivre avec Serena à Milan. » Alors, voilà, c'est tout. Enfin, voilà, c'est sa fille, on l'a enlevée, elle récupère sa fille et basta. Mais en fait, Donato Carisi soulève un petit peu la question de « oui, mais en fait, pendant 7 ans, elle a vécu avec moi. Pendant 7 ans, elle a vécu en Suisse. Elle a vécu une vie certaine pendant 7 ans. J'ai été sa mère parce que même si elle l'a enlevée, in fine, la personne qui a enlevé en fait Aurora s'en est vraiment bien occupée et s'en est occupée comme une vraie maman. C'est elle qui est devenue sa vraie maman. Et du coup, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, en fait, pour Aurora? Est-ce qu'il vaut mieux la remettre dans une vie dont elle ne connaît ni les codes, ni les personnes, avec une maman qu'elle ne connaît pas du tout, dont elle a oublié tous les souvenirs, et voilà, et donc la changer de ces montagnes suisses, la mettre dans une ville comme Milan, recommencer un petit peu à zéro, quoi. Donc voilà, c'est quand même hyper traumatisant. Ou alors, est-ce qu'elle reste en Suisse? Bon, du coup, la personne qui l'a enlevée ira en prison, donc du coup, elle aura plus vraiment de maman, enfin, elle habitera plus chez sa maman, mais du coup, elle continuera à vivre là où elle a vécu pendant 7 ans, là où elle a ses habitudes, avec ses amis, et en fait, qu'est-ce qui est plus déstabilisant pour elle? Est-ce que c'est le fait d'apprendre qu'elle a été enlevée et de retourner à sa vie d'avant? Ou est-ce que c'est d'apprendre qu'elle a été enlevée et de quand même continuer à vivre comme ça? Voilà. Et donc en fait, cette thématique de l'après, de savoir qu'est-ce qui est bien en fait pour la victime, ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après malheureusement, comme je l'ai dit, Donato Carisi ne développe pas assez la psychologie de l'après au niveau d'Aurora, donc de la victime. Et c'est bien dommage, j'aurais bien aimé en fait que le récit de la disparition et de la recherche d'Aurora soit beaucoup plus court pour pouvoir avoir véritablement tout un volet sur la psychologie de l'après, retour en fait à la normale, parce que Aurora du coup va aller à Milan et va vivre avec sa maman Serena, son nouveau mec et le bébé qu'elle a eu à la fin du roman, quoi. Donc voilà, elle est retournée dans sa famille d'origine. On apprend dans le dernier chapitre, dans l'épilogue en fait, dans le pseudo-épilogue, on comprend que c'est compliqué pour Aurora, que oui, elle s'est adaptée à sa vie à Milan et qu'elle a arrêté de faire des choses qu'elle faisait en Suisse, mais il y a quand même des choses qu'elle continue de faire, comme par exemple, elle ne considère pas Serena comme sa vraie maman, même si l'autre, elle la considère plus comme sa maman, mais pour elle, c'est quand même elle, sa maman, et Serena, elle l'appelle Serena, et elle a du mal, en fait, à la considérer comme sa maman. Donc, il y a quand même cet aspect qui est évoqué, mais pas assez, de manière assez approfondie, à mon goût. Voilà, fin du spoil, et donc, voilà, pour mon avis final et le point final sur donc mon avis sur l'éducation des papillons de Donato Carisi, pas mal, mais c'est clairement pas le meilleur de l'auteur. Ça fait le taf, tu passes un bon moment, tu lis, voilà, t'es accro, voilà, ça se bouffe. Voilà, c'est un roman qui se lit hyper rapidement, hyper facilement, mais l'histoire n'est pas dinguissime. Et pour moi, in fine, ça ressemble quand même à un roman d'enlèvement d'enfants, comme il en existe plusieurs d'autres en librairie. Voilà, donc pour mon avis final sur ce Donato Carisi. Et donc je l'ai terminé, comme je l'ai dit, dimanche, très tôt au matin. Et donc je me suis réveillée dimanche, j'ai quand même fait une grasse matinée, on va pas se mentir, en allant dormir à 2h du matin, j'allais pas me lever à 8h ni à 9h, donc j'ai fait une petite grasse matinée, et en me levant, j'ai choisi ma nouvelle lecture, qui donc allait m'accompagner une partie du dimanche, et surtout qui allait accompagner ma reprise du travail, et donc mes trajets en bus que j'ai repris à partir d'aujourd'hui, et j'ai décidé de sortir de ma palle un livre qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Je sais qu'il va pas être trop prise de tête, je pense qu'il va se lire vite, qu'il va se lire bien, et c'est un petit peu le genre de roman dont j'avais besoin, voilà, en ce moment. Et j'ai donc sorti de ma palle le 3e tome de La femme de ménage, donc La femme de ménage voit tout, de cette bonne vieille Freda McFadden. Alors là, on suit Millie. Cette fois-ci, Millie a emménagé à Long Island avec Enzo, son mari. Alors, oui, peut-être que là, ce que je viens de dire, c'est un spoil par rapport au livre d'avant, mais bon, bref.
Bref, tant pis. Millie s'est mariée à Enzo, voilà. Et donc ils ont acheté une maison à Long Island, elle y vit donc avec sa famille, avec ses 2 enfants, et le voisinage a l'air assez chelou. Il y a la meuf qui habite juste en face qui aime bien espionner un petit peu le voisinage. En plus, Millie, comme elle, pour l'instant, elle n'a pas encore de store et de rideaux à ses fenêtres, ben du coup, voilà, elle peut très très bien se rincer l'œil, la voisine d'en face peut très très bien se rincer l'œil en regardant tout ce qui se passe chez Millie, et sa voisine d'à côté qui s'appelle je ne sais plus comment, Suzette, voilà. Elle est un petit peu snob et elle est surtout très tactile et très aguicheuse avec le mari de Millie, donc avec Enzo, et on sent que ce n'est pas... voilà, ça ne plaît pas trop à notre petite Millie. Voilà un petit peu pour le résumé de là où j'en suis, parce que je l'ai commencé dimanche mais je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu 68 pages, j'ai même pas terminé mon chapitre en cours. Voilà, je suis en plein milieu du chapitre 8, 68 pages sur 446, voilà, donc j'ai vraiment débuté le roman, je ne suis pas très très loin, mais voilà un petit peu pour le contexte du début de ce roman. Bien évidemment, comme à chaque fois avec Freida McFadden, ou en tout cas dans la saga de la femme de ménage, le premier chapitre, donc le prologue, on comprend qu'il y a eu voilà, un meurtre. Enfin, en tout cas, quelqu'un est mort et il y a beaucoup de sang quelque part. Mais on ne sait pas qui est mort et on ne sait pas où est-ce qu'il y a ce cadavre et ce sang. Ou alors cadavre, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de sang et qu'il s'est potentiellement passé quelque chose de pas très très catholique. Voilà, donc ça s'ouvre toujours comme ça. Et puis après, on part en fait en arrière dans le temps. Donc là, on est 3 mois... l'intrigue commence 3 mois avant le prologue, et donc on va sans doute découvrir, voilà, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au moment où il y a eu tout ce sang et cette personne qui s'inquiète parce qu'il y a du sang partout. Voilà, je vais pas vous mentir, je suis assez contente de retrouver Millie et la plume de Freida McFadden. Alors autant dans le 2e tome, Millie m'avait véritablement saoulée, là pour l'instant ça va, je la trouve un petit peu plus assagie, je la trouve un petit peu moins agaçante, donc j'en suis ravie, et je retrouve avec plaisir la plume assez drôle de Freida McFadden. J'avoue que je n'avais plus souvenir que sa plume était aussi drôle, alors peut-être que elle ne l'était pas dans les 2 premiers tomes, mais là en tout cas je trouve qu'il y a pas mal de traits d'humour. Plusieurs fois j'ai eu le petit sourire au coin des lèvres comme ça en lisant 2-3 phrases, et surtout en lisant les réactions de Millie, parce que là dans cette première partie on suit Millie et donc on est un petit peu dans sa tête, et donc voilà, quand il se passe quelque chose, notamment avec sa voisine Suzette qui est un petit peu... spéciale, Millie en fait on voit ce qu'elle pense, et je trouve que parfois ses réflexions ou ses pensées elles sont assez drôles, donc franchement je trouve que pour l'instant la plume est assez agréable, teintée d'humour, donc ça me plaît bien pour l'instant, ça fait bien le taf. Après à voir si ça continue pour le reste du roman, mais ça vous le saurez dans le prochain vlog. Mais avant de vous quitter, j'ai oublié de vous parler de ma lecture audio, parce que j'ai terminé lors de mon run d'hier L'apothicaire de Henri Lovenbruck après plus de 22 heures d'écoute. Un peu moins parce que j'ai d'abord écouté le livre en 1,7 et puis je suis passée à la vitesse 2, donc j'ai lu en moins de 22 heures, mais bon, en vitesse normale ce livre dure plus de 22 heures. J'avoue que je suis assez mitigée avec L'apothicaire d'Henri Lovenbruck. Pardon. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de ce livre dans ce vlog, donc je vais faire rapidement un petit résumé de quoi parle ce livre. Nous sommes en 1313, on va suivre Andreas Saint-Loup qui est un apothicaire à Paris, et un jour, il va s'attirer les foudres en fait de Philippe le Bel, qui est le roi de France, et de son entourage, et il va être accusé d'hérésie, et on va essayer de l'arrêter et de le mettre en prison. La seule chose, c'est que Andreas arrive à s'échapper, et il va donc du coup fuir comme ça les gardes, la milice, etc., l'inquisition lancée à ses trousses par Philippe le Bel, et en chemin, il va un petit peu être placé sur le chemin d'un sacré mystère, parce qu'avant de partir et de fuir de Paris, chez lui, il a remarqué l'existence d'une pièce dont il ne se souvenait absolument pas de l'existence, sauf que cette pièce a l'air d'être entretenue, quoi. C'est pas une pièce qui a totalement été abandonnée, donc il trouve ça bizarre. Et il y a également chez lui un portrait dont la mise en scène est un petit peu bizarre, parce que c'est un portrait de lui, sauf que le tableau donne l'impression qu'en fait il y avait une autre personne portraiturée sur ce tableau, parce que il est voilà dans un tableau, mais vraiment à l'extrême gauche, et il y a toute une partie extrêmement noire. Et ce n'est pas, voilà, c'est pas logique. S'il y a cette grosse partie comme ça à côté de lui, c'est qu'il y avait quelqu'un de portraituré dessus, mais
il n'y a plus personne. Donc il se pose des questions, tiens, comment ça se fait que... Est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un de portraituré? Parce qu'il ne se souvient pas du tout de ce tableau non plus. Voilà, donc il se pose plein de questions. Et donc, en fouillant Paris, on commence à mettre un petit peu voilà, les pièces du puzzle en ordre. On comprend que le fait qu'il soit traité d'hérésie, le fait qu'il ait trouvé une pièce dont il ne se souvient pas de l'existence, et le fait que, pareil, quelqu'un aurait disparu de son tableau. Voilà, c'est lié quand même à quelque chose qu'il va découvrir sur le chemin. Et toute sa pérégrination va le mener au Mont Sinaï, à la découverte du coup des origines de ce mystère. Voilà, donc on est ici dans un thriller historico-ésotérique. J'ai trouvé, dans le fond, en fait, vraiment pas mal, parce que je trouve que Henri Lovenbruch s'est extrêmement bien documenté sur le sujet et le livre était extrêmement intéressant d'un point de vue historique. En plus, la plume d'Henri Lovenbruch, elle est incroyable, vraiment. C'est une très belle plume, il retranscrit bien toute cette documentation, c'est fluide, c'est hyper agréable. Mais en revanche, j'ai quand même trouvé ce livre très très long. Oh, il y avait quand même beaucoup de descriptions, que ce soit de l'apothicaire, des différentes plantes qu'il utilise, du contexte historique, des différentes personnalités, de la manière de vivre dans une ville, dans un village, etc. Enfin bref, il y avait vraiment des descriptions sur tout et pour tout. Alors, moi personnellement, ça me dérange pas trop ce genre de description parce que c'est encore sur des thématiques que j'apprécie. On n'est pas comme dans le R.J. Ellory, par exemple, dans Vendetta, où c'est des descriptions de personnages dont j'en ai un petit peu rien à faire. Là, ça va être des descriptions, voilà, comme je l'ai dit, assez historiques et tout. Donc, en tant qu'historienne de l'art, forcément, c'est des choses que j'aime bien écouter. Mais en fait, à force d'avoir des descriptions, moi, vous le savez, si vous suivez mes vlogs depuis pas mal de temps, je ne suis pas extrêmement fan des narrations très descriptives et voilà, comment dire, comment on appelle ça? Des digressions à rallonge. Voilà, moi parfois, ça me saoule. Je suis là genre, ouais, ok, intéressant, super, mais allez, allons dans le vif du sujet, s'il te plaît, mon coco. Et là, très souvent, Henri Lovenbruch déviait sur pas mal de descriptions, explications historiques, etc. Et c'est vrai qu'à la longue, ça devenait un petit peu lassant, un petit peu long. Et notamment, lors de mes longues sorties running, parfois, je mettais, après 1 heure et demie d'écoute, je mettais le livre en pause parce que franchement, j'en avais parfois un peu marre. Donc voilà, il y avait un côté extrêmement longuet par rapport à ce bouquin. Et en fait, la fin, un petit peu comme le Donato Carisi, en fait. Je suis restée un petit peu sur ma fin également. Alors oui, on a on a l'explication du mystère et tout ça. Voilà, il y a vraiment une quête, c'est aussi un peu un roman d'aventure. Donc c'est extrêmement chouette. Il y a un point final à l'histoire. Mais en fait, il y a pas mal de questions qui ont été évoquées, pas mal d'éléments qui ont été évoqués tout au long de l'intrigue, qui n'ont in fine pas trouvé de réponse à la fin du roman. Et ça, c'est quelque chose véritablement qui m'agace, parce qu'on te met du suspense sur certains points, l'auteur te mène sur des fausses pistes, puis ensuite t'apprends que c'est une fausse piste, mais il n'y a rien derrière pour expliquer le pourquoi en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve, parce que du coup, en tant que lecteur, tu te poses des questions, tu dis « Ah merde, on a cru ça, mais c'est pas le cas. » Donc du coup, pourquoi en fait c'est de... Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a parfois comme ça des éléments que l'on croit justes, puis on apprend qu'ils ne le sont pas, mais t'as envie de savoir en fait pourquoi ils ne le sont pas. Alors oui, on te dit voilà, il n'est pas juste parce que ainsi. Oui, mais pourquoi? Développe. Voilà, et en fait c'est ça qui m'énerve, c'est vraiment en fait ces questions qui sont restées vachement ouvertes, dont on n'a pas reçu les réponses, et ça a vraiment le don d'un peu m'énerver quoi, parce que surtout quand tu te tapes 22 heures d'écoute là, même si c'est en x2, je sais pas, t'as quand même 2-3 questions comme ça où tu dis mais merde, ok, tu m'as expliqué la différence des différentes plantes qui poussent sur un mont, tu m'as expliqué, voilà, dans ce mont-là, il y a que ces plantes-là qui poussent, tu m'as expliqué avec quelle potion tu peux faire avec cette plante, quelle potion tu peux faire avec cette plante, attention, si tu mets 3% de trucs comme ça fait ça, mais si tu en mets 6, ça fait ça, et tu m'expliques pendant des pages et des pages un truc de botanique, dont... C'est hyper intéressant, mais in fine, j'en ai rien à faire. Moi, je veux savoir ce qui est arrivé à Andreas Saint-Loup, bon sang. Et que, in fine, tu passes ton temps sur des trucs de botanique et t'apprends pas après ce qui est arrivé et pourquoi. Et... Oh, ça a le don. Encore une fois, ça m'a mis colère. Heureusement, j'étais en train de courir, donc ça m'a donné l'énergie d'avancer un petit peu plus rapidement dans mon run, pardon. Mais honnêtement, oh là là, dites, c'est lassant quand même, c'est agaçant. T'es là, t'as des, je sais pas, manque d'explication. Moi, ça a le don de m'énerver, d'autant plus quand ta roman, c'est une pavasse. Merde. Voilà. Donc,
Je suis restée vachement sur ma faim. Alors, je suis satisfaite d'une partie du roman. J'aime bien comment ça termine. C'est un petit peu poétique, voilà, c'est un petit peu, voilà. Mais malheureusement, il n'y a pas eu toutes les réponses, voilà, aux questions que je me suis posées tout au long du récit. Et donc, voilà, je suis un petit peu mitigée. Je trouve que c'est un chouette roman. Mais en vrai, est-ce que je le recommanderais? Bon, si, bien évidemment, si. Chacun a le droit de faire son avis, se faire son avis sur un livre, bien évidemment. Mais honnêtement, ouais. Long, pas mal. Ça t'apprend des trucs, mais c'est pas un roman incroyable. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup L'Apothicaire parce qu'on me l'a énormément recommandé. On m'a dit que c'était un livre génial et tout. Honnêtement, niveau thriller ésotérique, j'ai déjà lu mieux. Beaucoup plus haletant, beaucoup plus intéressant. Voilà, après, comme je l'ai dit, très bonne documentation de la part de l'auteur. Sa plume est vraiment exceptionnelle. Il a un talent de narration, Henri Lovenbruck, c'est indéniable. Mais je regrette pas de l'avoir écouté, mais j'avoue, je me suis dit en le terminant, bon, je suis vraiment contente de l'avoir terminé, quoi, parce que je commence à en avoir marre de toujours ne pas être arrivée au bout, parce que je trouvais que c'était un peu tiré en longueur, je trouvais que c'était, voilà, j'avais envie d'arriver à la fin, je suis ravie d'être arrivée à la fin. Maintenant, voilà, je vous le recommanderai pas à 100%. Je dirais, voilà, si ça vous tente, si vous avez envie de vous lancer dans une pavasse, que ce soit en lecture physique ou en audio, franchement, allez-y. Mais voilà, si vous n'avez pas envie, honnêtement, c'est pas... Voilà. Il y a mieux, il y a pire, voilà, c'est la lecture, quoi. Sinon, concernant le prochain livre qui va accompagner mes sessions running, j'ai lancé comment on appelle ça, un sondage sur Instagram. J'ai demandé à mes followers de voter pour le livre qu'ils souhaitent que j'écoute lors de mes sessions running. Le gagnant a été élu aujourd'hui, mais je ne vous en parle pas encore aujourd'hui. Vous en saurez plus dans le prochain vlog. Et voilà, c'est là-dessus que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous aussi, vous avez lu les livres que je vous ai présentés dans ce vlog, est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous les avez détestés? Ou est-ce que tout simplement je vous ai donné envie de les découvrir? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et également, si ce n'est pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner. C'est toujours chouette de voir cette communauté grandir de semaine en semaine. Et ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vlogs. Donc si ce n'est pas encore fait, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Mais qu'attendez-vous? Franchement, mon contenu, il est exceptionnel, non? Bref, trêve de comment on dit, de gros couisme. Non, c'est pas du tout ça. Oh, je n'ai pas le mot. Bref, je le mettrai au montage si j'arrive à le trouver. Mais trêve de cela. Et donc, en attendant de vous retrouver dans le prochain vlog, je vous souhaite comme d'habitude de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!